Donc, dans cette capsule vidéo, je vous présente le parcours pour votre cours en éthique et justice. Si vous faites partie de mes étudiants et étudiantes inscrits au cours en éthique et justice au Cégep de Trois-Rivières, cette session-ci, bien probablement que ce que je m'apprête à vous dire dans cette capsule-ci, vous l'avez déjà entendu dans notre première rencontre en direct, synchrone via Zoom. Donc, je mets ces indications-là tout simplement pour des personnes qui voudraient quand même pouvoir suivre le cours sans être inscrit officiellement à un de mes groupes. Mais aussi, surtout, je pense, entre autres, aux inscriptions tardives. Si vous avez eu un changement de groupe, si vous êtes maintenant inscrit à dans un de mes groupes, à mon cours, mais que vous avez manqué la première rencontre en synchrone, en direct, bien voilà, vous ne perdez pas, voilà un avantage, vous pouvez réécouter ces informations-là. Tout de suite, donc, je peux vous dire que le cours a une approche de classe inversée qui vient combiner régulièrement de l'enseignement en asynchrone par des capsules vidéo d'enseignement et de l'accompagnement des interactions, des activités, des travaux en synchrone aussi via la plateforme Zoom. Comment est-ce qu'on va procéder? Comment est-ce que ça va marcher? Je ne reprendrai pas ça dans cette capsule-ci. Je vous invite tout simplement à aller sur le site web du cours. Donc sur ce site-là, allez dans le haut, vous allez voir, dans le fond, une section tutoriel. Dans la section tutoriel, vous avez la page où il y a un tutoriel pour vous repérer sur le site. Le deuxième tutoriel, c'est en réalité un point d'information où j'explique vraiment dans le détail là, et surtout de façon pratique là, qu'est-ce que ça signifie l'approche d'une classe inversée, comment est-ce que ça va fonctionner, comment est-ce que ça va se dérouler, qu'est-ce qui va être en direct, qu'est-ce qui va être en asynchrone, qui va être en capsule d'enseignement. Tout ça, vous allez avoir ça dans le point d'information. Donc, si vous allez sur le site, la section tutoriel, la portion en enseignement ou direction, directive, explication de théorie, etc., qui se fait par les capsules vidéo d'enseignement. Vous avez ça aussi de regroupé sur le même site. Encore là, il y a une section sur les capsules. Vous avez tout ça de regroupé là. Ces capsules-là, donc, je reprends les capsules que j'ai d'abord fait à partir de l'été 2020 parce que je me préparais et que j'ai fait pendant la session automne 2020 dans la toute première version du cours, qui était la toute première version d'une session entière à, disons, déconfiner des murs du bâtiment du cégep là, dans le contexte de la pandémie que vous connaissez évidemment. Donc, les capsules vidéo, je reprends le matériel réalisé, produit là, ça n'a pas changé, mais quand même, il y a du travail qui va être encore fait sur ces capsules-là. Il y avait déjà du montage de fait, là, mais j'ai ajouté un montage supplémentaire, notamment pour ajouter des chapitres aux capsules vidéo pour faciliter l'étude et la réécoute. Pour une première écoute, ça change rien, mais pour reviser, pour les réécoutes, ça va pouvoir être facilitant. Donc, surprenez-vous pas, les images quand même, supposons la capsule enregistrée au mois d'août 2020, ben je vais être en manche courte, là, surprenez-vous pas, je repars de cette base-là. Donc ça, il va y avoir cette partie-là et il va y avoir une partie vraiment importante d'activités en direct, en synchrone. Donc j'essaie de tirer bénéfice des meilleures opportunités des capsules en asynchrone que vous pouvez écouter quand vous voulez et tirer le meilleur bénéfice aussi des rencontres périodiques et régulières en synchrone, en direct avec Zoom. Et ce qui reste à voir, ben, c'est un survol de ce qu'on va voir pendant la session. On va aborder plusieurs choses. Donc, c'est un cours de philosophie, donc c'est essentiellement
des considérations de philosophes, de théories philosophiques en éthique ou sur la morale qu'on va voir, mais pas seulement. On va voir des notions de base, le rapport avec le juridique, le droit, les lois, le légal, le législatif. On va regarder les travaux vraiment très importants de Kohlberg sur le développement du jugement moral. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Qu'est-ce que ça peut pas nous dire? Etc. Donc, là, pour faire un survol des thèmes, des sujets, des théories, de tous les éléments qu'on va voir dans la session. Là, je profite un peu de la magie du montage. Je colle à ce bout-ci la présentation que j'en faisais au mois d'août dernier, étant donné que les théories n'ont pas changé. Donc, vous pouvez retenir pour cette nouvelle version, il y a une modification dans l'approche pédagogique, puisqu'on va vraiment avoir une meilleure intégration ou une plus grande intégration des interactions en direct. Mais pour ce qui est des théories, des thèmes, des notions, on va voir les mêmes éléments et c'est tout simplement l'approche pédagogique. On ne va pas en voir ni plus ni moins. Je fais la transition par la magie par les moyens techniques du montage. Je vous envoie les images vidéo du mois d'août dernier, donc j'ai tombé en manche courte tout d'un coup, et vous allez voir, c'était les premiers enregistrements, donc avec une qualité sonore, visuelle, et etc. moindre, là, il va y avoir un peu d'écho, mais je passe là-dessus, et si vous avez déjà assisté au tour d'horizon en direct, ça va, mais si vous l'avez manqué, si vous voulez le réécouter, si vous voulez une vue d'ensemble de la session, bien, voilà, on y va. Pour le moment, dans cette première capsule, ce que je veux faire, c'est tout simplement faire un tour d'horizon des théories, des thèmes, des sujets qui vont être abordés pendant tout ce cours-là en éthique et justice. Donc, un peu comme un teaser là, pour vous donner une idée de ce qui va être traité. Donc, au début, il va s'agir de pouvoir se démêler avec certaines notions de base qui sont fondamentales. Certaines personnes font des distinctions entre l'éthique et la morale. D'autres personnes considèrent que c'est des parfaits synonymes. Donc, dans une capsule, éventuellement, ça va arriver très tôt, c'est des notions de base. Je vais regarder avec vous pourquoi certaines personnes considèrent qu'on doit distinguer complètement l'éthique de la morale. Et pourquoi est-ce que d'autres personnes considèrent que éthique et morale, c'est exactement la même chose, que c'est juste deux mots qui sont interchangeables, équivalents. Donc, on va regarder ça, on va regarder est-ce qu'il y a vraiment des nuances à faire entre l'éthique ou la morale et la justice. Ou est-ce que ce qui est juste n'est pas nécessairement aussi bien et ce qui est injuste n'est pas nécessairement aussi mal. On va voir aussi les différentes distinctions entre le niveau juridique, législatif, c'est-à-dire le droit au sens légal et éventuellement même pénal. Donc, on va regarder les distinctions entre le droit, le législatif, le légal, les lois, et de l'autre côté, l'éthique ou la morale. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne doit pas confondre l'éthique ou la morale avec les lois, ce qui est permis ou ce qui est interdit dans telle ou telle société, à telle ou telle époque, dans tel ou tel contexte. Donc, on va regarder notamment quatre types de cas, quatre grands types de situations où on voit clairement les risques à confondre ce qui est légal avec ce qui est moral ou ce qui est éthique. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit les distinguer, même si en même temps, c'est sûr qu'on espère que nos lois ne soient pas immorales. Donc, on espère qu'il n'y a pas un écart trop grand, mais on va regarder ça aussi. Donc, ça fait partie des notions de base. Il y a d'autres notions de base aussi qu'on va regarder, entre autres les types de jugements sur la réalité. Quelles sont les distinctions entre le jugement de fait, descriptif, les jugements de préférence ou de goût, c'est expressif, on exprime nos goûts, nos préférences, et une catégorie intermédiaire, qui est la catégorie la plus ambiguë, qui est la catégorie où on retrouve des jugements de valeur et des jugements d'interprétation. Donc, on va regarder qu'est-ce qui fait la distinction entre les trois types de jugements. Ça permet notamment de situer les discours ensuite et les raisonnements qu'on peut avoir en éthique. Qu'est-ce qui peut entrer là-dedans?
Et les jugements de valeur ne sont pas seulement que des jugements de valeur de nature morale, de nature éthique. Si je dis qu'un sportif s'est amélioré, ça n'a pas une connotation morale, mais c'est un jugement de valeur. C'est aussi un jugement d'interprétation. Donc, on va regarder ça. Fort probablement que vous avez déjà vu cette distinction-là en philo 1, philosophie et rationalité. Je la reprends quand même ici parce que cette distinction-là, elle est tellement essentielle pour pouvoir bien saisir, bien décortiquer la réalité, les situations, que ça vaut la peine ou la joie, là, tout dépendant comment vous trouvez ça, de s'arrêter pour reprendre ça, même si vous l'avez probablement vu en philo 1, on va le reprendre, faire l'exercice aussi avec ça. Je vous dirai là comment on peut procéder pour des exercices avec ça. Donc ça, c'est autre notion de base ou notion fondamentale. Ensuite, on va regarder ou on va entrer dans des aspects un petit peu plus théoriques, mais avant d'y aller avec des théories proprement philosophiques, une théorie sur le développement du jugement moral qu'on retrouve en psychologie cognitive. Donc, c'est une théorie qui est développée à partir des travaux de Kohlberg, Lawrence Kohlberg, qui a enseigné à l'université Harvard, qui a fondé un centre aussi sur l'éducation éthique ou morale, tout dépendant comment on traduit, à l'université d'Harvard aussi. Donc, c'est un ensemble de travaux. On associe ça à Kohlberg, mais en fait, c'est lui qui dirigeait une équipe de recherche. C'est pas juste ses travaux à lui. Il y a eu différentes versions. On va regarder l'état final, en fait, de ces travaux-là. Ce que ça nous indique, c'est que les individus, de façon indépendante de leur culture, leur éducation, même l'époque, leur niveau de vie, milieu de vie, etc., vont passer au travers de certains stades dans le développement de leur raisonnement éthique. Ce qui intéressait Kohlberg d'un point de vue éthique, c'était pas d'essayer de déterminer les prises de position, ce qui est impossible à faire d'un point de vue psychologique, dans la mesure où, si on voulait déterminer la valeur éthique d'une prise de position, ce serait, à partir de la psychologie, ce serait prétendre que la science ou la psychologie peut donner des réponses à, non pas des jugements de fait, mais des jugements de valeur. Quand on va regarder les types de jugements que je vous mentionnais tantôt, on va regarder entre autres deux erreurs opposées. D'un côté, il y a l'hyper-relativisme, où il y a une confusion totale entre les préférences individuelles ou de groupe ou culturelles et les normes morales, éthiques, la justice. Donc ça, c'est une des dérives, l'hyper-relativisme. L'autre dérive, c'est le scientisme. L'erreur du scientisme, qu'on va regarder, là, c'est de confondre les jugements de fait avec les jugements d'interprétation et surtout les jugements de valeur. Donc l'erreur du scientiste, c'est de croire que la science peut répondre finalement à des questionnements qui ne sont pas traitables d'un point de vue scientifique. La science, pour être une science, doit traiter que des jugements de fait. Elle ne peut pas traiter des jugements de valeur. Donc ça va être dans les notions de base fondamentales qu'on va regarder. Si je reviens à la théorie de Kohlberg sur le développement du jugement moral, Kohlberg et son équipe de recherche étaient conscients des pièges du scientisme. Donc, la théorie de Kohlberg ne prétend pas dire, voilà, d'un point de vue moral ou éthique, quelle serait la bonne position ou la bonne décision à prendre sur des questions comme l'aide médicale à mourir, comme le choix de priorité en temps de pandémie sur les ressources de la santé, sur des questions sur les impôts, sur la justice distributive, etc. Kohlberg ne prétend pas pouvoir répondre à ces questions-là d'un point de vue psychologique, tout simplement parce que ça serait tombé dans l'erreur du scientiste qu'on verra. Par contre, ce qu'il remarquait, c'est que de la même façon qu'on peut voir un déroulement dans les étapes du développement de l'intelligence ou développement cognitif, on appelle ça plus développement cognitif de nos jours, il y a aussi un développement dans les types de considérations qui arrivent d'un point de vue moral. Je vous donne un exemple, ça va devenir plus clair. Dans le développement de la
conscience, le développement de l'intelligence. En très bas âge, l'enfant n'a pas la notion d'accélération. Ça fait en sorte que si vous êtes en voiture avec un enfant en bas âge, comme il n'y a pas la notion d'accélération, si vous roulez, supposons, à 100 km/h et la voiture devant vous roule à 90 km/h. Vous roulez à 100, elle roule à 90, donc vous savez que vous allez la dépasser parce que vous avez la notion d'accélération. Si vous demandez à l'enfant, en très bas âge, laquelle des deux voitures avance le plus rapidement, bien, comme l'enfant en bas âge n'a pas la notion d'accélération, pour lui, la voiture qui est la plus rapide, c'est celle qui est située à l'avant dans son positionnement physique, géographique. Donc, l'enfant va systématiquement dire que c'est la voiture à l'avant qui est la plus rapide, même si la voiture à l'avant roule à 80 ou 70 ou 50 et que vous roulez à 100. À partir du moment où l'enfant a la notion d'accélération, il saisit que vous pouvez être situé à l'arrière, mais avancer plus rapidement, puis que vous allez dépasser l'autre, parce que la notion d'accélération, c'est un détail, mais qui change complètement toute notre façon de se représenter le monde qui est extérieur à nous. C'est vraiment presque banal, mais imaginez ce que ça fait que tout ce qui vous entoure, si vous ne voyez pas les notions d'accélération, et à partir du moment où vous les percevez, et là, ce qui déclenche le passage d'une étape à l'autre, c'est pas un apprentissage théorique. Il n'y a pas un moment où on apprend à l'enfant l'accélération, puis là, après ça, il la constate. C'est dans son développement, dans le développement cognitif, dans le développement du cerveau, physique, biologique, neurologique. C'est matériel, c'est pas un apprentissage. Donc, Kohlberg, la question qu'il s'était posée comme psychologue cognitiviste, qui était influencé par Piaget, il se demandait est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de similaire dans les raisonnements éthiques. Et là, il a fait plusieurs tests, il a rencontré plusieurs personnes dans des milieux de vie très variés, différents, pour ne pas avoir des biais culturels. Il a rencontré, interrogé des gens au Canada, ici, il en a rencontré aux États-Unis, il était à Harvard, il en a rencontré au Mexique, dans la péninsule du Yucatan, il en a rencontré en Israël, il en a rencontré en Allemagne, en Grande-Bretagne, il en a rencontré dans des milieux aisés, il en a rencontré dans des milieux de classe moyenne, il en a rencontré dans des milieux pauvres, il en a rencontré avec des parents plus éduqués, moins éduqués, etc. Donc, il a essayé de varier les pays, les cultures, les milieux de vie socio-économiques, culturels, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose à très large échelle et qui s'est étalé là, sur une très, très longue durée, des fois en rencontrant les mêmes individus à plusieurs moments aussi, à 8 ans, 12 ans, 15 ans, etc. Et ce qu'il essaie de voir, c'est est-ce qu'il y a des éléments qui entrent dans le jugement, dans le raisonnement, et qui viennent prendre toute la place à certains âges, et avec d'autres éléments qui ne sont pas encore visibles à certains âges et qui deviennent visibles à d'autres âges, un peu comme l'accélération. Et ce qu'il avait remarqué, on va regarder ça en détail, on va le travailler, on va regarder aussi des exemples, on va regarder les implications de ça. Là, c'est juste un survol, mais il avait remarqué, entre autres, que l'enfant en très bas âge, là, on parle de très très jeune, ce qui va le motiver dans ses raisonnements, c'est tout simplement recherche des récompenses, fuite des punitions. Il touche pas, l'enfant en bas âge touche pas au rond de poil, pas parce qu'il comprend qu'il pourrait se brûler et que c'est chaud, mais tout simplement parce qu'il comprend qu'à chaque fois qu'il essaie d'y toucher, il se fait réprimander par ses parents. Donc, il associe que c'est quelque chose de mal, pas parce qu'il saisit que c'est dans son intérêt de ne pas toucher au rond de poil parce qu'un jour il pourrait être allumé, se brûler, mais parce qu'il saisit que c'est réprimandé. À l'inverse, il va faire considérer comme bien ce qui est valorisé. Avec une très grande limite, parce que l'enfant est à la merci là, de qui valorise ou qui interdit ou qui réprimande, etc. C'est complètement arbitraire pour l'enfant. Ensuite, plus vieux, disons vers 10 ans à peu près, ben, l'enfant va être dans un stade, dans le fond, où il va être plus centré sur son ego, où il va agir par recherche
de l'intérêt personnel. Donc là, la nuance, c'est que il peut anticiper, il peut faire des choses qui sont pas récompensées dans le moment présent, mais il considère que c'est quand même dans son intérêt de faire ces choses-là. Ou il peut aussi voir un décalage dans le temps. J'ai des inconvénients, des choses qui pourraient être perçues peut-être comme des punitions, mais je sais que ça va être dans mon intérêt, que ça va être un gain plus grand à plus long terme. Donc, il y a une capacité de décanter les choses, mais il est toujours quand même dans l'intérêt personnel. C'est ce que j'appelle plus simplement l'époque des amis de piscine ou l'époque des amis de trampoline. Une certaine époque où il y a certains individus qui vont être plus facilement amis avec d'autres personnes qui ont une piscine, une trampoline, un chalet de ski, bref, qui représentent des intérêts pour eux. Habituellement, c'est pas nécessairement fait de manière consciente, mais ça vient toujours teinter. On regardera là, plus concrètement comment ça se manifeste. Plus tard, ça va être par groupe d'appartenance, donc ce sera plus juste un intérêt personnel, mais ça va être en fonction du style de personne que l'individu veut être, veut incarner. Donc, ça va être le groupe d'appartenance, qui n'est pas nécessairement le groupe d'amis réel. Ça peut être le cas, mais ça peut être aussi des groupes d'appartenance virtuels auxquels on voudrait être associé. Un groupe de musique. On les rencontre pas, on les a jamais connus, mais virtuellement, on voudrait s'associer à cette image-là, à ce style d'individu-là, ce style de comportement-là. Des fois, ça peut être même fictif carrément. On peut vouloir être associé à un type de comportement, un style de comportement qu'on pourrait retrouver dans une série télé, une série. Bref, c'est pas quelque chose de réel, mais ça peut fonctionner comme groupe d'appartenance. Donc, c'est plus juste l'intérêt personnel, mais c'est très limité, c'est le style. Donc, ça fait partie, c'est juste là certaines étapes. On va regarder ça en détail, mais c'est pour vous donner une idée générale. Donc, Kohlberg, il remarquait, en bas âge, l'enfant ne pense même pas à son style d'appartenance. Mais après ça, il va avoir une étape intermédiaire où ça va être son intérêt personnel. Après ça, le style d'appartenance, mais c'est quand même limité, parce que ceux qui n'ont pas le même style que lui, il peut même les détester, parce que il ne veut pas être associé à un style qui est contraire à l'image qu'il veut avoir, l'image qu'il veut dégager. Donc, ensuite, il va y avoir une conscience sociale. L'individu va, par exemple, vouloir souhaiter une organisation qui favorise une justice pour l'ensemble des individus concernés par une décision, même les personnes qui n'ont pas le même style, même les personnes que l'individu apprécie pas à titre nécessairement personnel. Ensuite, il va s'en aller, ça va être les fondements. L'individu va creuser beaucoup mieux, beaucoup plus profondément. OK, qu'est-ce qui vient vraiment justifier de manière fondamentale avec une prétention à l'universalité. Donc, plus les stades de développement sont élevés, plus l'individu va être capable de faire va être capable d'aller dans de l'abstraction, de pouvoir aussi aller au niveau des fondements. Pourquoi est-ce qu'on va voir cette théorie-là? C'est pas une théorie en philosophie, c'est une théorie en psychologie. Il y a au moins deux motifs pour regarder ça, deux intérêts. Il y en a plus que deux, mais je vous en mentionne deux pour le moment, puis on décortiquera là, en temps et lieu dans des capsules sur ces sujets-là. Mais un premier intérêt, c'est tout simplement par un peu autodéfense. À titre personnel, comme individu, vous avez intérêt quand même à avoir la gradation là-dedans, parce que supposons que quelqu'un de 40 ans vous présente des arguments d'un stade qu'on trouve habituellement à 12 ans. Ben, si c'est des arguments d'un stade de 12 ans d'âge mental, règle générale, ça vaut peut-être pas la peine de passer beaucoup de temps à essayer de les décortiquer. Mais si l'individu a des stades de niveau élevé, 6 par exemple, ou 5, ou 4, peut-être ça vaut plus le temps. Kohlberg, il établissait dans le fond 6 stades potentiels répartis en 3 niveaux. 2 stades par niveau. Les 5 premiers stades sont généralement bien acceptés. Le 6e stade est plus controversé, on regardera pourquoi, mais connaître les 6 stades, pourquoi le 6e est controversé, pourquoi les 5 premiers sont généralement bien acceptés, en quoi ils consistent, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans?
ben, ça vous permet aussi de faire un tri. Ça ne vient pas régler le débat, parce que pour chacun des stades, un même problème éthique peut être défendu pour ou contre avec un stade de même niveau. Donc, le stade ne vient pas trancher, mais il vient quand même filtrer les types de raisonnement auxquels on a peut-être un certain intérêt à y accorder du temps, et pour d'autres où c'est peut-être pas la priorité. Là. Attends, ça c'est un des intérêts ou des attraits à regarder la théorie de Kohlberg. L'autre attrait, c'est que en voyant la gradation entre les stades, ça permet de situer dans un cadre plus général les différentes théories philosophiques qu'on va voir. Les théories philosophiques qu'on va voir sont toutes de niveau post-conventionnel, donc dans le niveau le plus élevé. Donc, pouvoir situer qu'est-ce qui fait l'intérêt de passer d'un niveau à l'autre, qu'est-ce qui favorise le passage d'un niveau à l'autre, pourquoi est-ce que d'être confronté avec des stades de niveau immédiatement supérieurs ont favorisé le développement, tout ça, ben, la théorie de Kohlberg va en même temps donner, même si c'est une théorie sur le développement cognitif, va donner une perspective, un horizon, où on peut situer l'intérêt, dans le fond, des théories philosophiques. OK, donc, première partie du terrain, on va explorer les notions de base, type de jugement sur la réalité, etc. Ensuite, on va regarder un cadre, dans le fond, en psychologie cognitive, les étapes du développement du jugement moral pour nous donner une meilleure perspective là-dessus. Ensuite, l'autre morceau dans le cours, c'est qu'on va regarder différentes théories philosophiques en éthique et philosophie sociale, philosophie politique. On peut généralement regrouper les perspectives philosophiques. L'ensemble des perspectives se réduisent pas à ça, mais pour ce qui est des perspectives philosophiques, on peut les regrouper en trois grandes perspectives. Perspectives déontologiques, où on essaie de voir qu'est-ce qui peut être considéré comme un devoir d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral. Ensuite, il y a des perspectives qui sont téléologiques. Quel est le but, l'objectif, qu'on appelle des fois conséquentialistes, parce que ça se fait en évaluant les conséquences. Et ensuite, il y a des perspectives qui sont dans l'éthique des vertus. Pendant la session, on va regarder de façon approfondie différentes théories, et si j'y vais là, rapidement dans les théories, on va regarder dans les théories philosophiques la perspective de l'utilitarisme. Perspective de l'utilitarisme qui s'est développée entre autres avec Bentham, John Stuart Mill, Peter Singer aux États-Unis, né en Australie mais qui exerce à Princeton, qui est un contemporain toujours vivant. Donc, théorie utilitariste développée comme est apparue au 19e siècle, mais elle est très présente actuellement et très présente entre autres dans des décisions collectives prises par des gouvernements. C'est pas la seule perspective, mais elle est très présente et c'est vraiment éclairant de passer du temps pour voir qu'est-ce qui est impliqué par une approche utilitariste, qu'est-ce qui vient la justifier pour pas avoir une approche utilitariste naïve, qu'est-ce qui lui donne une substance, un peu plus de tonus, et quelles sont les critiques. Donc, de façon générale, une approche utilitariste, c'est une approche qui consiste à dire, on va essayer de considérer comme l'objectif éthique de maximiser le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Donc, quand il y a une décision où on sait qu'on ne peut pas plaire à tous, les utilitaristes vont dire, essayons de prendre la décision qui vient maximiser le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. C'est l'objectif général, mais qui comporte plusieurs clauses, c'est-à-dire pour éviter les dérives. Une dérive assez évidente, c'est que ça serait absurde qu'une théorie éthique vienne défendre quelque chose d'aussi inadmissible, par exemple, que l'exploitation d'une minorité pour le bonheur du plus grand nombre. Et les utilitaristes ne voudraient pas que le bonheur du plus grand nombre serve à justifier des exploitations bêtes et méchantes de minorités. Donc, on va ajouter des critères.
différents critères, entre autres un critère d'intensité du bonheur recherché. Et là-dedans, ils vont mettre, entre autres aussi, la question du sentiment de liberté. Être privé de sa liberté, c'est intense et ça ne peut pas faire contrepoids au petit plaisir d'avoir, par exemple, une satisfaction à moindre coût comparativement au déplaisir, le désagrément de perdre sa liberté. Donc, on va regarder l'utilitarisme, on va regarder les différents critères qui vont inclure pour que leur recherche du bonheur du plus grand nombre ne devienne pas une tyrannie de la majorité sur les minorités. Et ensuite, on va regarder aussi des applications pratiques à ça. On va aussi regarder les évaluations critiques. Il y a des problèmes qui sont soulevés par les utilitaristes. Ça relève entre autres du fait qu'il y a quand même des sacrifices qui peuvent être faits et certains sacrifices peuvent nous sembler peut-être comme des pire-aller, des façons qu'on n'a pas le choix de s'en sortir. Certains sacrifices peuvent nous sembler carrément inadmissibles. Donc on va regarder ça avec des exemples concrets. Je vais prendre des exemples réels, pas juste théoriques, ça pourrait faire tel truc. Je vais regarder des exemples concrets, entre autres, dans certaines choses qui sont proposées par Peter Singer, qui ont fait des controverses au niveau international. Aujourd'hui, on va regarder aussi, en fait, on va le regarder avant l'utilitarisme, on va regarder perspective kantienne, une perspective qui nous vient d'Emmanuel Kant sur l'éthique du devoir. Donc, où il s'agit de voir comment est-ce qu'on peut établir des devoirs. Il y a plein de gens qui peuvent nous dire c'est ton devoir de faire ci ou ça, mais on ne s'entend pas nécessairement sur ce qui devrait être considéré à juste titre comme un devoir. Et même à l'intérieur d'une même famille, on peut être en désaccord. Certaines choses peuvent sembler extrêmement importantes et devoir être accomplies par certains membres, certains individus, alors qu'elles peuvent sembler tout à fait optionnelles pour d'autres. Donc, on va regarder la théorie qui a été développée par Emmanuel Kant, qui est un philosophe de l'époque des Lumières en Allemagne, 18e siècle, on va le voir avant l'utilitarisme en fait. Donc, on va regarder quels critères il utilisait. Et vous allez voir qu'on va commencer à regarder ça. Si on va dans des ouvrages de Kant comme Critique de la faculté de juger, c'est très complexe. Si on regarde sur l'application de ces théories éthiques, ça devient très simple et très mécanique. Je vous le résume brièvement, là, on va y aller dans les... Mais c'est comme s'il y avait 3 filtres où il se disait, OK, fais un choix, on regarde les différentes possibilités, on prend les possibilités, puis on essaie de les faire passer au travers des filtres. Si ça bloque au travers des filtres, le choix est immoral ou non éthique, on doit le rejeter. Si ça passe au travers de tous les filtres, il doit être considéré comme un devoir qu'on devrait accomplir. Donc, un des filtres, c'est l'universalisation. Kant et les kantiens savent qu'un devoir éthique ne sera pas nécessairement appliqué par tout le monde, mais ils vont dire, OK, s'il peut prétendre à une valeur universelle, qu'est-ce qui se passe si demain matin, tout le monde accomplit cette règle d'action-là? Est-ce que ça devient impossible? Est-ce que ça détruit l'humanité? Si oui, il faut rejeter ça. Est-ce que c'est contre les intérêts fondamentaux de l'humanité, même si ça ne détruit pas? Si c'est contre les intérêts, il faut rejeter. Donc, un premier fil. Deuxième fil, naturalisation. Est-ce qu'on cache des mauvaises intentions? Est-ce qu'il y a un désir d'aider, mais pour exploiter, pour faire du chantage? S'il y a des mauvaises intentions, c'est à rejeter. Qu'est-ce qui se passerait si tout le monde savait ce qu'on a fait, mais surtout si tout le monde savait les raisons véritables pour lesquelles on a fait telle chose? Est-ce qu'on aurait raison d'avoir honte ou est-ce qu'il n'y aurait pas de problème? Troisième filtre, réversibilité ou principe pratique, c'est l'idée de ne pas réduire l'autre seulement uniquement qu'à un moyen, de le respecter comme individu. Donc, c'est l'idée un peu, de ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas que les autres nous fassent. Ça, c'est la façon, dans le fond, de changer de position parce qu'il y a des nuances là, pour éviter la naïveté là-dedans là, que Kant va introduire. Donc, ça, c'est une autre perspective où, dans cette perspective-là, ce qui capte l'attention, ce n'est pas les conséquences au cas par cas, comme dans l'utilitarisme, c'est plutôt une manière de faire qui devrait être bonne, valable en elle-même. C'est un autre cas qu'on regardera. J'espère que je vous perds pas trop. Là, c'est juste un tour d'horizon. J'espère que vous n'avez pas trop de cris de révolte ou cris de détresse ou d'envie subite d'aller crever mes pneus de voiture.
Donc, c'est juste pas besoin de retenir tout ça par cœur, juste un tour d'horizon, c'est normal là, que ça fasse beaucoup de choses. Donc, perspective qu'on va voir en éthique philosophique, comment est-ce qu'on peut essayer de justifier ou concevoir des devoirs? Quelles sont les critiques qu'on peut adresser à ça? Comment est-ce que les utilitaristes, eux, essaient de développer leurs calculs? Quelles sont les critiques qu'on peut adresser à ça? Après ça, il va y avoir un thème ou un sujet plus général où on va regarder plusieurs théories éthiques et c'est les questions qui entourent l'éthique animale et l'éthique de l'environnement. Éthique animale, c'est un sujet qui a été mis de l'avant en philosophie par l'utilitarisme au 20e siècle et plus spécifiquement, je parle d'un point de vue philosophique, là, plus spécifiquement par Peter Singer, qui est un philosophe né en Australie qui enseigne à l'université de Princeton aux États-Unis, qui a publié au 20e siècle un livre qui s'appelle, dans sa traduction en français, qui s'appelle « La libération animale ». Donc pour lui, il y a comme l'idée que les animaux seraient réduits à un état d'esclavage, ou étaient réduits à un état d'esclavage, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va appliquer des critères utilitaristes aux animaux. C'est qu'il va dire si ce qui doit guider le choix dans la maximisation du plus grand bonheur, du plus grand nombre, c'est la capacité à ressentir, ça serait une erreur, selon les utilitaristes, selon ce point de vue-là, ce serait une erreur d'exclure les animaux puisqu'ils ont aussi la capacité à ressentir. Donc, Peter Singer examinait différents cas. Par exemple, là, désolé, cœur sensible, mais si vous regardez sur votre bouteille de shampoing, s'il y a un logo de lapin, ça veut dire que vous êtes correct, le shampoing n'a pas été testé sur des animaux, des lapins. S'il n'y a pas le logo, probablement que c'est le cas. Il y a eu une époque où Peter Singer se disait, ben, il y a des compagnies, pour économiser des coûts, pour ne pas avoir des laboratoires où ils font des tests, ben, pour essayer de voir si le produit fait, manufacturé, le shampoing, est irritant ou non, ils vont envoyer carrément du shampoing dans les yeux des lapins. Je veux dire, c'est quelque chose d'atroce comme souffrance qu'on inflige à des animaux, des lapins. Pourquoi, en contrepartie, le simple plaisir de payer le shampoing un peu moins cher? Et la conclusion à laquelle il en venait, c'est qu'il va dire ben, le plaisir de payer le shampoing un peu moins cher ne peut jamais compenser la souffrance d'avoir un produit dans les yeux comme ça. Donc, ça, c'est un champ de réflexion qui a été amené ou mis de l'avant en philosophie de façon très accentuée par les utilitaristes au départ. Mais il y a plusieurs autres théories qui sont développées autour des questions sur l'éthique animale qu'on devrait avoir envers les animaux et aussi sur l'éthique de l'environnement. Parce que si on considère les conséquences, ce que faisaient remarquer les utilitaristes, mais ils ne sont pas les seuls, disons historiquement ceux qui ont soulevé la considération, c'était de se dire, ouais, mais si notre décision, on sait de façon certaine qu'elle va affecter les générations futures, on devrait aussi calculer les générations futures dans notre calcul. Donc, sur les dépenses publiques, ça a des impacts. Sur l'environnement, ça a des impacts. Donc, autre champ. Donc, on va regarder là-dedans, il y a la perspective utilitariste qu'on peut retrouver en éthique animale, qu'on peut retrouver en éthique de l'environnement, mais qui est aussi critiquable et très critiquée pour différentes raisons que je n'élaborerai pas ici, mais qu'on va regarder. On va regarder d'autres perspectives aussi qui se présentent comme alternatives. Le biocentrisme, perspective sur le wilderness, perspective aussi sur le point de vue aussi sur l'alimentation. Est-ce que c'est juste ou injuste de se nourrir d'animaux? Ben, ça dépend quelle perspective, quels critères, quelles normes on utilise. On va regarder les différentes théories là-dessus avec leurs critiques. Il y a d'autres théories aussi qui vont dire, ou d'autres approches, ils vont dire, dans le fond, on a une responsabilité envers l'ensemble de ce qui existe, de ce qui fait partie du monde créé, du monde existant, les animaux, l'environnement. On a une responsabilité, mais pas parce que l'animal serait
de même niveau que nous et que les singes plus intelligents devraient passer avant, par exemple, les enfants trisomiques, ce qui est une des grandes critiques adressées aux utilitaristes, parce que c'est une position qui peuvent ouvrir parfois. Certains vont dire on a une responsabilité, mais qui vient du fait que on est, en tant qu'être humain, la seule espèce qui a la capacité de prendre soin de l'environnement et qui a la capacité de prendre soin des animaux. Donc, ils vont dire, si l'être humain a cette capacité-là, il a aussi une responsabilité qui vient avec. Donc, ça, c'est une autre perspective. Donc, on va regarder, on va voir, il y a des perspectives très, 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 très différentes dans leur fondement sur les questions d'éthique animale. Ils vont tous être d'accord en tant qu'éthique animale pour dire « Ah, il doit y avoir un souci, on ne doit pas juste faire souffrir inutilement les animaux, mais qui n'auront pas du tout le même degré d'implication et de restriction ou de permission selon l'endroit où on se situe. Dans un biocentrisme, par exemple, on pourrait en venir, c'est la position que certains défendent, à dire pour préserver l'environnement et la planète, on est peut-être mieux que l'être humain disparaisse. Alors que d'autres vont dire non, c'est peut-être pas la meilleure option de souhaiter la dispersion de l'être humain pour sauver les autres espèces du bios, du vivant. Donc, ce genre de questions-là, on ne peut pas les réduire à une ou deux théories, donc c'est plus un ensemble, un panorama très large. Là, on va prendre le temps de s'y arrêter, étant donné la place que ça peut occuper dans nos débats contemporains. Regardez les différentes positions, pourquoi est-ce qu'ils sont défendus par certains, pourquoi est-ce qu'ils sont critiquables selon d'autres perspectives par certaines autres personnes. On va regarder ça. On va regarder aussi les autres débats qui entourent ça. Quelle devrait être la part qu'on fait entre ce qu'on place dans une sphère publique, où on pourrait faire des lois, par exemple, sur l'alimentation, l'environnement, etc. Qu'est-ce qu'on place plutôt dans une sphère privée, où on va dire sur des choix éthiques individuels. On va regarder tous ces débats-là. Donc ça va être plus thématique qu'une autre chose. Enfin, dernier élément qu'on va examiner, c'est ce qu'on appelle la théorie de la justice de John Rawls et les débats très nombreux autour de cette théorie-là. Là, on est dans une perspective très contemporaine. John Rawls, c'est un philosophe décédé maintenant, mais qui enseignait à l'université d'Harvard aux États-Unis, et il a publié son livre qui s'appelle Théorie de la justice. Il l'a publié en 1971. Donc c'est récent et ça a teinté beaucoup de nos débats encore actuels et même aussi de nos cadres législatifs. La position de Rawls, j'y vais très rapidement, on va regarder ça en détail, mais ici, je ne vais pas reprendre toute une théorie éthique générale englobante, parce qu'ici, je ne peux pas amener quelque chose de vraiment nouveau par rapport à ce qui a déjà été fait par les éthiques de type déontologique, kantienne, ou les éthiques de type téléologique, utilitariste ou conséquentialiste, autres perspectives éthiques des vertus, etc. Mais il va dire, il y a deux questions pour lesquelles il y aurait peut-être des éléments à ajouter ou à apporter. Et les deux questions donc, vont occuper Rawls au début dans cette théorie de la justice, c'est est-ce que les inégalités économiques et sociales sont acceptables et si oui, à quelles conditions? Ça va conduire à la question de savoir est-ce qu'il doit y avoir des impôts dans les applications. Il va y avoir des débats importants entre les libertariens et les partisans de Rawls. Quelle liberté est-ce qu'on doit accorder aux individus et est-ce qu'on doit les accorder à tous? Ça donne un premier principe de justice qui ouvre sur des droits individuels. La réponse de Rawls, très rapide, c'est qu'il va dire on est mieux de donner le maximum de liberté fondamentale à tous. Donner la liberté de religion à tous. Donner la liberté d'expression à tous. La liberté d'entreprise à tous, etc., etc. Globalement, on reprendra le détail de son raisonnement, mais globalement, il va dire, si une personne est athée et que les autres ont leur liberté de religion, c'est peut-être désagréable, mais ça l'est moins que s'il se retrouve à être, par exemple, croyant et qu'on lui impose l'athéisme. Ou vice-versa, si la personne se retrouve
athée et qu'on lui impose une religion, ça va être plus désagréable que si on lui donne la liberté de croyance où il peut ne pas croire, être athée, ou à l'inverse, où il peut croire. Et s'il décide s'il croit, croire. Même chose pour la liberté au niveau des options politiques, des options sociales. Globalement, Rawls va se dire c'est moins contraignant, c'est moins désagréable d'accepter de cohabiter avec des options qui ne nous plaisent pas à titre individuel que de prendre le risque de limiter des options et peut-être se retrouver dans cette position-là. Donc, on regardera ça, mais de façon très générale, ça implique que c'est les individus qui peuvent se réclamer des droits, donc c'est une priorité des droits individuels dans la perspective de Rawls. Si vous voulez voir une application pratique, c'est simple, regardez tout simplement les chartes des droits et libertés dans les différents pays occidentaux. Pour vous situer, historiquement, Rawls publie sa théorie de la justice en 1971. Au Québec, en 1975, on adopte, l'Assemblée nationale adopte la Charte québécoise des droits et des libertés, qui est une application pratique de la théorie de Rawls, publiée en 71. Et au Québec, Charte québécoise des droits et libertés, 75, pas longtemps après, c'est tout simplement l'application pratique des principes de Rawls. Et en 1982, on a la Charte canadienne. C'est sensiblement la même chose, hein, si vous comparez Charte québécoise, Charte canadienne, les différences, les distinctions sont assez minimes. Ces deux chartes-là, la québécoise et la canadienne, pour prendre que notre contexte, sont des applications pratiques du premier principe de justice de Rawls, maximum de droits et libertés, de façon égale pour tous, qui est une primauté des droits individuels. Remarquez que certains ne sont pas entièrement en accord avec ça. Il y a des critiques, il y a des débats, on regardera, je vous en mentionne, entre autres, un débat qui a eu lieu à l'international, c'était ce qu'on appelait le Cas du Québec, c'était un débat sur la loi 101. La loi 101, c'est, à tort ou à raison, une loi qui vient restreindre les droits individuels pour faire valoir un droit collectif, celui d'une langue commune, le français, au Québec, étant donné que le Québec est dans un environnement, en Amérique du Nord, un environnement majoritairement anglophone. Donc, c'est essayer de mettre de l'avant un droit collectif, la langue, préservation d'une langue commune, au détriment de droits individuels, parce que ça vient limiter. Donc, dans la perspective de Rawls, ça serait inacceptable. C'est inacceptable. Donc, il y en a qui comptaient ça. Mais dans une perspective communautarienne, c'est quelque chose de nécessaire pour qu'il y ait débat politique. Il faut qu'il y ait minimalement une langue commune. Donc, on regardera ça, mais il y a des débats qui ont encore lieu aujourd'hui autour de ces questions-là. On regardera les arguments des deux côtés. Donc, l'objectif pour moi, c'est pas de prendre position, c'est tout simplement d'exposer les débats, voir les arguments qui sont présentés des deux côtés. Autre principe de Rawls, principe de justice qui va mettre de l'avant et qui est controversé aussi, on regardera les justifications, etc., c'est est-ce que les inégalités économiques et sociales sont acceptables et si oui, à quelles conditions? On regardera en détail la justification de Rawls. Je vous donne tout de suite un avant-goût de sa position, c'est qu'il va dire oui, les inégalités sont acceptables. Pourquoi? Parce que s'il ne devait pas y avoir d'inégalité, tout le monde devrait avoir exactement le même montant dans son compte en banque, devrait recevoir exactement le même salaire, tout revenu devrait être égal si on considère que c'est de l'injustice, les inégalités économiques. Mais Rawls se dit, à ce moment-là, deux personnes pourraient avoir exactement le même emploi, faire exactement les mêmes tâches, mais une personne, pour X raisons, décide de travailler seulement 12 heures par semaine, et l'autre personne, qui fait le même travail, avec les mêmes tâches, en fait pendant 40 heures. Si on n'accepte pas les inégalités, il faudrait que les deux individus reçoivent la même paye, que celui qui a travaillé les 40 heures reçoive exactement le même montant à la fin de la semaine dans son compte que celui qui a décidé d'en travailler 12.
Donc, Rawls se dit intuitivement, si on était dans ce qu'il va appeler une position originelle avec une fiction de voile d'ignorance, si on ne sait pas qui on va être, il va dire on n'accepterait pas qu'un certain mérite ou des efforts ne soient pas rétribués comme ça. Même chose si c'est un emploi qui a un haut niveau de risque par rapport à un emploi qui n'a pas comporte pas autant de risques. Même chose, ça nécessite beaucoup d'études. Donc, il y a plein de cas de figure là, qu'on pourra mentionner. Mais Rawls se dire, si on veut reconnaître ces différentes réalités-là, probablement qu'on accepterait, si on ne sait pas qui on va être, qu'il puisse y avoir des revenus différents. Mais, et là c'est la clause très importante pour Rawls, il va dire que c'est acceptable si et seulement si, pour ces fonctions-là, les critères de sélection sont adéquats. Par exemple, que les compétences soient liées à l'emploi et non pas placées avec des critères qui sembleraient arbitraires. Si une personne est pas compétente en biologie, c'est acceptable qu'elle ne soit pas acceptée en médecine, parce que la biologie, on peut comprendre que c'est une compétence essentielle, mais ça ne serait pas acceptable que la personne soit refusée dans des études de médecine simplement parce qu'il n'y a jamais eu dans sa famille de médecin ou d'infirmière. On pourrait dire que c'est pas pertinent. Donc, Rawls veut dire les critères de sélection doivent être pertinents, liés aux compétences réelles, nécessitées. Mais autre critère, en fait, qui arrive avant ça, qui est plus important, c'est surtout, d'abord et avant tout, que les inégalités économiques, que tout le monde donc n'ait pas le même revenu, doivent apporter un avantage aux plus défavorisés pour faire contrepoids à ce que Rawls appelle la loterie de la naissance, qui, elle, n'est pas méritée, n'est pas ni de nos efforts, ni de notre mérite, ni de notre responsabilité, ni de notre faute. Exemple de ça, bien, j'ai pas de mérite, ni de faute à naître avec des parents riches ou pauvres. J'ai pas de mérite, ni de responsabilité, ni de faute à naître à une époque plutôt qu'à une autre. J'ai pas de mérite ni de faute à naître à un moment de l'histoire où quand j'arrive sur le marché du travail, il y a plein de besoins dans mon domaine ou au contraire, il y a des circonstances qui font qu'il y a moins de besoins à l'emploi. C'est ni de mon mérite, ni de ma faute, ni de ma responsabilité si je nais et grandis dans une famille qui valorise les études ou qui dévalorise les études, qui valorise certaines choses ou qui dévalorise certaines choses. Ce n'est ni de ma responsabilité ni de ma faute. Si je nais avec des bonnes capacités intellectuelles ou si je nais avec des carences au niveau intellectuel ou si je nais même avec une trisomie ou avec des problèmes cognitifs importants dans mon développement. Il y a sûrement une responsabilité ou un mérite à essayer de développer le potentiel qu'on a, mais on n'a pas de responsabilité ni de mérite au potentiel qui nous fait partie de nous au départ. Nos capacités intellectuelles, nos capacités physiques, notre point de départ en santé. Je n'ai pas de mérite ni de faute, de responsabilité de naître avec un cœur qui fonctionne bien ou de naître avec un problème héréditaire, supposons, de tel ou tel ordre. Donc, Rawls veut dire qu'il y a plein d'éléments au niveau biologique, au niveau génétique, au niveau physique, mais aussi au niveau parental, au niveau environnemental, au niveau même du lieu de ma naissance, de l'époque, etc., qui va plus ou moins me favoriser, plus ou moins me défavoriser selon tel ou tel aspect, mais qui ne relève pas nécessairement de mes mérites. Et pour ça, Rawls veut dire qu'il devrait y avoir une compensation. Si on devait établir des règles à ce niveau-là, mais sans savoir d'avance, est-ce que je vais avoir des bonnes capacités intellectuelles ou je vais être limité intellectuellement? Est-ce que je vais avoir des bonnes capacités de travail ou je vais être limité dans mes capacités de travail? Est-ce que je vais avoir une bonne ou une mauvaise mémoire? Est-ce que je vais naître avec des parents qui peuvent payer pour des études ou qui ne peuvent pas payer pour des études avancées? Est-ce que je vais avoir le goût de faire des études avancées ou ça ne m'intéressera pas? Est-ce que je vais être doué
d'un point de vue physique, avec beaucoup de dextérité ou pas, etc. Si on ne sait pas d'avance, Rawls se dit probablement qu'on voudrait être le moins défavorisé possible, et donc qu'il y ait compensation pour les éléments qui peuvent nous défavoriser, mais pour lesquels on n'a pas de responsabilité ou que ce n'est pas de notre faute, que c'est que la loterie de la naissance. Donc, Rawls veut dire les inégalités économiques sont acceptables si et seulement si elles apportent un bénéfice aux plus défavorisés. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, concrètement, c'est tout simplement le mécanisme des impôts. Pour Rawls, il est acceptable qu'on puisse avoir un revenu plus élevé, selon X facteurs, si et seulement si en même temps on contribue par le biais de nos impôts ben, à, par exemple, assurer des services publics pour que l'éducation soit accessible à tous, pour que les soins de santé soient accessibles à tous, peu importe que ma génétique, mon hérédité me favorise ou me favorise pas, peu importe que mes parents puissent payer ou pas, peu importe que j'aboutisse à tel, etc. Donc, Rawls va dire, si on a un salaire plus élevé, même si on paye plus d'impôts en proportion, on va quand même être encore plus favorisé. Probablement qu'on préférerait ça, se retrouver dans cette position-là, que se retrouver dans une position où on est défavorisé par la loterie de la naissance et où on est en plus abandonné sans aucune aide. Donc, on va regarder les différentes justifications que Rawls apporte à ces idées-là, mais qui sont des idées pour lesquelles Rawls considère que les impôts, en fait, sont un principe de justice parce qu'on ne choisit pas qui on est au point de départ. On a une responsabilité à développer le potentiel, mais au point de départ, la loterie de la naissance, ce que Rawls appelle la loterie de la naissance, c'est pas de notre ressort. C'est une position qui est controversée, évidemment. Les libertariens, c'est une position où les libertariens vont être en désaccord. En gros, la position des libertariens, c'est qu'ils vont considérer que les impôts, c'est un vol de l'État. Donc, ils sont évidemment pas d'accord. On va regarder leur argument, quel est leur raisonnement, quels sont les contre-arguments de Rawls ou des partisans de Rawls. On va tout décortiquer ça. Donc ça va être une autre perspective qu'on va regarder pendant la session. Donc, si je reprends très rapidement, et là, si vous vous sentez perdu, un grand respire, on se calme, c'est normal. J'ai fait un tour d'horizon pour vous donner une idée des sujets qui seraient abordés, mais c'est rapide, c'est en plus devant un écran. On y va pas en partant du début à la fin. C'est sûr que ça fait beaucoup, c'est juste donner une idée des sujets qui vont être abordés dans le cours éthique et justice. Voir les notions de base, est-ce qu'on peut distinguer ou pas, est-ce qu'on a raison ou pas de distinguer des notions comme la moralité par rapport à l'éthique, par rapport à la justice. On va regarder pourquoi est-ce qu'il ne faut pas confondre l'éthique avec le législatif, les lois. On va regarder les types de jugements sur la réalité. On va revenir à des notions de base. Je vais vous proposer des exercices. On va le regarder avec des cas concrets. On va faire quelques analyses. Ensuite, pour se donner un autre horizon, une autre perspective, on va regarder le développement au niveau psychologique du jugement moral dans la théorie de Kohlberg, qui est en psychologie cognitive. Ensuite, on va regarder des théories philosophiques sur des différentes façons de justifier ou d'essayer de justifier les positions. Donc, on va regarder des perspectives d'une éthique du devoir dans des perspectives de type perspective kantienne ou des alternatives, les critiques. On va regarder ensuite perspective utilitariste, conséquentialiste, évaluation des conséquences, comment est-ce qu'ils procèdent, c'est quoi leur critique. On va regarder aussi thème très général de l'éthique de l'environnement, de l'éthique animale aussi. Comment est-ce que ça s'articule? C'est quoi les autres théories qu'on retrouve autour de ces sujets-là? Puis après ça, on va regarder au niveau davantage de l'éthique sociale, au niveau des théories de la justice, avec Rawls, avec les débats chez les communautariens pour la question des droits individuels ou des droits collectifs, avec les débats aussi avec les libertariens sur la question des impôts. On va regarder aussi sur les implications de ça. Ça implique qu'il y aurait une distinction entre des normes sociales de justice et les conceptions
substantiel sur ce qui est bien ou non? Est-ce que c'est si bien que ça de toujours laisser le maximum de liberté sur des questions éthiques à tous? Donc, on va regarder ça au niveau de justice sociale. Donc, ça va être l'ensemble des thèmes. Donc, ça donne un aperçu un peu de ce qu'on va aborder comme sujet au cours de la session. On prend un grand respire. Pour le moment, je ne vous demande pas de retenir tout ça. Donc, je vous souhaite une très bonne session. Allez profiter de la lumière du soleil. Reposez-vous et décantez tout ça calmement. Bonne fin de journée.